Nous sommes tous là? Alors le procès, tout de suite. Plus vite elle sera jugée et brûlée, mieux ça le sera, pour tout le monde. Mais monseigneur, il y a toute l'histoire à jouer. Don Rémy, les voix, vos couleurs, Chinon, le sacre. Mascarade! Tout cela, c'est l'histoire pour les enfants. La belle armure blanche, l'étendard, la tendre et dure Vierge guerrière. C'est comme cela que nous lui élèverons ces statues, plus tard, pour les nécessités d'une autre politique. Il n'est même pas exclu que nous lui réunions une à Londres. J'ai l'air de plaisanter, monseigneur, mais les intérêts profonds du gouvernement de Sa Majesté peuvent être tels dans quelques siècles. Pour l'instant, je suis Beauchamp, comte de Warwick, et je détiens ma petite sorcière crasseuse sur une litière de paille au fond de ma prison de Rouen. Cette petite empêcheuse de danser un rond, cette petite peste, elle nous aura coûté assez cher. Mais le gouvernement de Sa Majesté a toujours su payer le prix qu'il fallait pour obtenir quelque chose du continent. Elle nous aura coûté cher, la France, mais enfin, je l'ai, ma pucelle. C'est un prix exorbitant pour ce que c'est, mais je l'ai. Je la juge et je la brûle. Pas tout de suite. Elle a toute sa vie à jouer avant. Sa courte vie. Cette petite flamme à l'éclat insoutenable, tôt éteinte. Ce ne sera pas bien long, monseigneur. Soit, puisque vous y tenez. Un Anglais, c'est toujours un temps. Mais vous n'allez tout de même pas vous amuser à jouer toutes les batailles. Orléans, Patay, Beaugency, ce serait extrêmement désagréable pour moi. Rassurez-vous, monseigneur, nous ne sommes pas assez nombreux pour jouer les batailles. Bien. Jeanne, tu peux commencer. Je peux commencer où je veux? Oui. Alors, au commencement. C'est toujours ce qu'il y a de plus beau, les commencements. À la maison de mon père, quand je suis encore petite, dans le champ où je garde le troupeau, c'est la première fois que j'entends les voix. C'est après l'angélus du soir. Je suis toute petite, j'ai encore ma tresse. Je ne pense à rien. Dieu est bon, qui me garde toute pure et heureuse, auprès de ma mère, de mon père et de mes frères, dans cette petite enclave épargnée autour de Don Rémy, tandis que des sales godons brûlent, pillent et violent dans le pays. Mon gros chien est venu mettre son nez contre ma jupe. Tout le monde est beau et fort autour de moi et me protège. Comme c'est simple d'être une petite fille heureuse. Et puis soudain, c'est comme si quelqu'un me touchait l'épaule derrière moi. Et pourtant, je sais bien que personne ne m'a touchée. Et la voix dit: Qui fera les voix? Moi, bien sûr. Je me suis retournée. Il y avait une grande éblouissante lumière du côté de l'ombre derrière moi. La voix était douce et grave, et je ne la connaissais pas. Elle dit seulement ce jour-là: Jeanne, sois bonne et sage enfant, et va souvent à l'église. J'étais bonne et sage, et j'allais souvent à l'église. Je n'ai pas compris. J'ai eu très peur. Je me suis sauvée en courant. C'est tout la première fois. Je n'ai rien dit en rentrant chez moi. Je suis revenue un peu après avec mon frère, chercher le troupeau que j'avais laissé. Le soleil s'était couché, et il n'y avait plus de lumière. Alors, il y a eu la seconde fois. Une lumière encore, mais en plein soleil, et plus forte que le soleil. Je l'ai vue cette fois. Qui? Un prud'homme, avec une belle robe bien repassée, et deux grandes ailes toutes blanches. Il ne m'a pas dit son nom ce jour-là, mais plus tard j'ai appris que c'était Monseigneur Saint-Michel. Monseigneur, est-il absolument nécessaire de lui laisser raconter encore une fois toutes ces niaiseries?
Absolument nécessaire, monseigneur. Jeanne, va au secours du roi de France et tu lui rendras son royaume. Mais messire, je suis une petite fille. Je ne saurais chevaucher ni conduire des hommes d'armes. Tu iras trouver monsieur de Baudricourt. Oui. Non. Pas encore. Capitaine de Vaucouleurs. Il te donnera un habit d'homme et te fera mener jusqu'au dauphin. Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendront t'assister. Pitié! Pitié, messire! Je suis qu'une pauvre fille, je suis heureuse. Je n'ai rien dont je sois responsable que mes moutons. Le royaume de France, c'est trop pour moi. Il faut considérer que je suis petite et ignorante, et pas forte du tout. C'est trop long, messire, la France. Il y a des grands capitaines autour du roi qui sont forts et qui ont l'habitude. Et puis ça ne les empêche pas de dormir quand ils perdent une bataille. Ils disent qu'ils n'ont pas été secondés, qu'ils ont eu de la neige ou le vent contre eux. Et tous les hommes morts, ils les rayent tout simplement de leur liste. Moi, j'y penserai tout le temps si je fais tuer des hommes. Pitié, messire. Ah oui, pas de pitié. Il était déjà parti, et moi j'ai la France sur le dos. Sans compter le travail à la ferme, et mon père qui ne patinait pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est au champ. Moi aussi j'étais au champ, et je suis rentré. Il est 6 heures. Mais qu'est-ce qu'elle fout? La Jeanne, elle rêve, auprès de l'arbre bouffé. Je l'ai vue en rentrant le tôt. L'arbre au fait! Je vous prie de noter, messire. Superstition, sorcellerie des gens en mer. L'arbre au fait! Il y en a partout en France, messieurs promoteurs des arbres aux fées. Il nous faut laisser quelques fées aux petites filles, dans notre propre intérêt. Nous avons nos saintes. Cela doit leur suffire. Plus tard, certainement, mais quand elles sont encore toutes petites. Jeanne n'avait pas 15 ans. À 15 ans, une fille est une fille. Ces garces savent déjà tout. Jeanne était très pure et très simple alors. Vous savez que je ne l'épargnerai guère sur ses voix au cours du procès, mais j'entends lui passer suffit de petite fille. Et c'est moi qui préside ces débats. Et qu'est-ce qu'elle fout près de l'arbre au fait? Allez le savoir avec elle. Elle regarde droit devant elle. Elle rêve, comme si elle attendait quelque chose. C'est pas la première fois que je la vois. Ne l'as-tu pas dit, petit malheureux? Tu crois encore aux filles qui rêvent à ton âge, grand dadais? Elle attend quelqu'un, oui, pas quelque chose. Je vous le dis qu'elle a un amoureux, la Jeanne. Donnez-moi ma trique. Mais papa, tu sais bien que Jeanne est pure comme l'enfant. Les filles, c'est pur comme l'enfant. Ça vous tourne leur front pour le baiser du soir avec des grands yeux bien clairs où on peut lire jusqu'au fond, une dernière fois un soir. Et puis crac, le lendemain matin, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne peut plus rien lire dans leurs yeux. Ils vous fuient et elles vous mentent. C'est devenu le diable. Le mot est prononcé, messieurs, et par son père. Comment le sais-tu, toi? Jeanne était pure ce matin encore quand elle est partie au champ. Et moi, quand tu m'as pris chez mon père, j'étais pure. Comment étaient donc mes yeux le lendemain? Pareil, là n'est pas la question. C'est donc que tu as connu d'autres filles, bonhomme. Tu ne me l'avais jamais dit, ça. Je te dis qu'il n'est pas question de toi, d'autres filles, mais de Jeanne. Donne-moi ma trique. Fais la chercher, moi. Si elle a un rendez-vous, je les assomme, tous les deux. Oui, j'ai un rendez-vous. Mais mon amoureux avait 2 grandes ailes blanches. Et de sa voix grave, il répétait: Jeanne, Jeanne, qu'attends-tu? Il y a grand pitié au royaume de France. Mais messire, j'ai peur. Vous êtes sûrement trompé. Est-ce que tu se trompes, Jeanne? Je ne pouvais tout de même pas lui répondre oui. Il fallait faire ton signe de croix. Je l'ai fait, et l'archange avec moi, en me regardant droit dans les yeux pendant que les cloches sonnaient. Il fallait lui crier: Vader retro, Satanas! Je ne sais pas le latin, messire. Ne fais pas l'idiote. Le diable comprend le français. Il fallait lui crier: Va-t'en, sale diable puant! Ne me tente pas davantage! Mais c'était Saint-Michel, messire. Qui t'a dit, petite dame? Tu l'as cru? Bien sûr. D'abord, ça ne pouvait pas être le diable. Il était si beau. Justement, le diable est beau. Je crains, messieurs promoteurs, que ces subtilités théologiques,
qui sont de matière à discussion entre clercs, dépassent l'entendement de cette pauvre fille. Vous la scandalisez inutilement. Tu as menti, chanoine. Je ne suis peut-être pas aussi savante que toi, mais je sais moi que le diable est laid et que tout ce qui est beau est l'œuvre de Dieu. Ce serait trop facile. C'est trop bête. Crois-tu donc que le diable est bête? Il est 1000 fois plus intelligent que toi et moi réunis. Quand il veut tenter une âme, tu crois qu'il se présente à elle comme un chat aux derrière empuanti, comme un chameau d'Arabie, comme une licorne épouvantable. Dans des contes pour enfants, peut-être. En réalité, le diable choisit la plus douce, la plus lumineuse, la plus enrhumée, la plus trompeuse de l'année. Il paraîtrait d'une belle fille, toute nue, et s'adresser, insupportablement belle. Chanoine! Vous égarez, vous voilà bien loin du diable de Jeanne, si elle en a vu un. Je vous en prie, ne mélangeons pas les diables de chacun. Un seul diable. Et d'ailleurs, nous l'interrogerons tout à l'heure. Continue, Jeanne. Mais alors, si le diable est beau, comment peut-on savoir si c'est le diable? On le demanda à ton curé. On ne peut pas le savoir tout seul. Non, c'est pourquoi il n'y a pas de salut hors de l'église. On n'a pas toujours son curé avec soi, sauf les riches. C'est difficile pour les pauvres. Difficile pour tout le monde de ne pas être damné. Laissez-la, messieurs promoteurs. Laissez-la parler avec ses voix tranquillement. C'est le commencement de l'histoire. Personne ne peut les lui reprocher encore. Et une autre fois, c'est Sainte Catherine et Sainte Marguerite qui sont venues. Et elles étaient belles, elles aussi. Et tout ça est tout nu. Ah, messieurs, croyez-vous que notre Seigneur n'ait pas les moyens de payer des robes assez saintes? Vous nous faites tous sourire. Vous voyez, messieurs promoteurs, avec vos questions. Abstenez-vous dorénavant d'intervenir, tant que nous n'aborderons pas le fond du débat. Et surtout, n'oubliez pas que dans cette histoire, même en la jugeant, surtout en la jugeant, nous avons la charge de cette âme qui est dans ce petit corps frais et insolent. Quelle confusion risquez-vous de jeter dans cette jeune cervelle en lui insinuant que le bien et le mal, ce n'est qu'une question de vêtements. Nos saints sont généralement vêtus dans leur représentation habituelle, je vous l'accorde. Notre Seigneur est bien nu sur la croix. Tu as dit ce que j'allais dire, Jeanne, en me coupant la parole d'ailleurs. Mais ce n'est pas à toi à reprendre le vénérable chanoine. Tu oublies qui tu es, qui nous sommes. Tes pasteurs, tes maîtres et tes juges. Garde-toi de ton orgueil, Jeanne. Si le démon peut t'atteindre, c'est de lui qu'il se servira. Je sais que je suis orgueilleuse. Mais je suis une fille de Dieu. S'il ne voulait pas que je fusse orgueilleuse, pourquoi m'a-t-il envoyé son archange flamboyant et ses saintes vêtues de lumière? Pourquoi m'a-t-il promis de convaincre tous ces hommes que j'ai convaincus, d'aussi savants, d'aussi sages que vous, d'avoir une belle armure blanche, don de mon roi, et de conduire tous ces vaillants garçons tout droits sur mon cheval? S'il ne voulait pas que je fusse orgueilleuse, il n'avait qu'à me laisser affiler auprès de ma mère. Pèse tes paroles, Jeanne. Pèse tes pensées. Tu accuses ton Seigneur maintenant. Qu'il m'en garde. Je dis que sa volonté soit faite. Même s'il a voulu me rendre orgueilleuse et me damner, c'est aussi son droit. Épouvantable! Ce qu'elle dit est épouvantable! Dieu peut-il vouloir damner une âme? Et vous l'écoutez sans frémir, messire. Je vois là le germe d'une affreuse hérésie qui déchirera un jour les... Écoute bien ce que je vais te demander, Jeanne. Te crois-tu en état de grâce? À quel moment, messire, on ne sait plus où on en est. On mélange tout. Au commencement, quand j'entends mes voix, ou à la fin du procès. Quand j'ai compris que mes amis, mon roi et mes compagnons aussi m'abandonnaient. Quand j'ai abjuré et que je me suis reprise. N'élude pas ma question. Te crois-tu en état de grâce?
Messire inquisiteur, c'est une question redoutable pour une simple fille, qui croit sincèrement que Dieu l'a distinguée. Je demande que sa réponse ne soit pas portée contre elle. Elle risque inconsidérablement de... Silence par la venue. Je demande ce que je juge bon de demander. Qu'elle réponde à ma question. Te crois-tu en état de grâce, Jeanne? Si je l'y suis, Dieu va m'y mettre. Et si j'y suis, Dieu va m'y tenir. Bien répondu, Jeanne. Et après, le diable est habile ou il ne serait pas le diable? Et vous pensez qu'on lui a déjà posé la question? Je le connais, il a ses réponses toutes prêtes. Monseigneur, tout cela est sans doute très intéressant, quoique je me garde un peu, comme cette jeune fille. Mais si nous allons de ce train, nous n'arriverons jamais au procès. Nous ne la brûlerons jamais. Qu'elle la joue, son histoire, puisqu'il semble que c'est nécessaire. Mais venons-en au fait. Où en était-on? On en était au moment où je la retrouve, rêvassant à Dieu sait qui, sous son arbre au fait, la petite garce. Et ça va barder, je vous le jure. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Tu vas me répondre? Qu'est-ce que tu fais là, que la soupe est servie et que ta mère s'inquiète? Je ne savais pas qu'il était si tard. J'ai perdu la notion de l'heure. Ah, tu ne savais pas qu'il était si tard, petite teigne. Ah, tu perds la notion de l'heure maintenant. Que veux que tu n'aies pas perdu autre chose, que tu n'oses pas dire? Qui te l'a fait perdre, hein? Qui te l'a fait perdre la notion de l'heure? Dévergondé. Quand je suis arrivé, tu parlais, tu criais au revoir à quelqu'un que j'ai manqué cette fois-ci. Je ne sais pas où il s'est sauvé le bougre, mais il ne perd rien pour attendre, ce voyou-là. Avec qui parlais-tu? Réponds. Je te bats comme ça. Avec Saint-Michel. Tiens, ça t'abondera de moquer de ton père. Ah, tu as rendez-vous avec Saint-Michel, petite coureuse. Ah, tu restes le soir à lui parler sous les arbres pendant que toute ta famille s'inquiète et t'attend, mauvaise fille. Ah, tu veux commencer déjà le sabbat, comme les autres, au lieu d'aider ton père et ta mère et de te marier avec le garçon sérieux qu'ils t'auront choisi? Eh bien, ton prétendu Saint-Michel, je lui mettrai ma fourche dans le ventre, moi. Je te noierai de mes propres mains comme une sale à chaleur que tu es. Je n'ai rien fait de mal, mon père. Et c'est vraiment Monseigneur Saint-Michel qui me parlait. Et quand tu nous reviendras le ventre gonflé, ayant déshonoré le nom de ton père, tué ta mère de douleur et forcé tes frères à s'engager dans l'armée pour fuir la honte au village, ce sera le Saint-Esprit qui en fait le coup. Mon père, cessez de crier, vous ne pouvez pas m'entendre. Je vous jure par notre Seigneur que je dis vrai. Voilà déjà longtemps qu'ils viennent me voir et me demandent. C'est toujours à l'Angélus du soir ou à l'Angélus de midi. C'est toujours quand je suis la plus pure et la plus près de Dieu. Et cela ne peut pas ne pas être vrai. Saint-Michel m'apparaît, et Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Ils me parlent et ils me répondent quand je les questionne. Et ils disent tous les trois pareil. Pourquoi te parlera-t-il, Saint-Michel? Pauvre petite. Est-ce qu'il me parle à moi, qui suis ton père? S'il avait quelque chose à nous dire, il me semble que c'est à moi, qui suis le chef de famille, qu'il serait adressé. Est-ce qu'il parle à notre curé? Mon père, au lieu de cogner, de crier, c'est une fois de me comprendre. Je suis si seule, si petite, et c'est si lourd. Voilà déjà 3 ans que je résiste. 3 ans qu'ils viennent me voir, qu'ils me disent toujours pareil. Je n'en peux plus de lutter contre ces voix que j'entends. Il va falloir que je le fasse maintenant. Ah, tu entends des voix maintenant? C'est un comble. Ma fille entend des voix. J'aurais travaillé pendant 40 ans, me serais tué à élever chrétiennement mes enfants pour avoir une fille qui entend des voix. Il va falloir que je leur dise oui, elles disent que cela ne peut plus attendre. Qu'est-ce qui ne peut plus attendre, imbécile? Qu'est-ce qu'elle te dit de faire, des voix? Ces voix. Enfin, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Elle me disent d'aller sauver le royaume de France, qui est en grand danger de périr. Est-ce vrai? Pardine, bien sûr qu'il est en grand danger de périr, le royaume de France. On sait quelque chose, nous autres gens de l'Est. Surtout dans ce coin, où c'est plein de cotons. Mais ce n'est pas la première fois, et sans doute pas la dernière, qu'il est en grand danger de périr, le royaume de France. Et il s'en tire toujours. Laisse-le dans la main de Dieu. Qu'est-ce que tu veux y faire, pauvre fille? Même un homme qui passe un métier de se battre, il ne peut rien. Ce que me disent mes voix. Allez, demandez une escorte d'armes, monsieur de Baudricourt. Mais elle dit Baudricourt, c'est moi. Et quand j'aurai mon escorte,
à Chinon, lui dire qu'il est le vrai roi, l'emmener à la tête de ses soldats délivrer Orléans, le faire sacrer à Reims par Monseigneur l'archevêque avec les saintes huiles, et jeter les Anglais à la mer. Ah, tu t'expliques enfin, sale fille. C'est d'aller avec les soldats que tu veux, comme la dernière des dernières. Mon père, comme la première, en avant, au milieu des flèches, et sans jamais regarder en arrière. Ne va me l'on dire qu'est-ce que j'ai sauvé le royaume de France. Après, il arrivera ce que Dieu voudra. Sauver la France. Sauver la France. Et qui gardera mes vaches pendant ce temps-là? Tu crois que je t'ai élevé, moi, que j'ai fait tous les sacrifices que j'ai fait pour toi, pour que tu t'en ailles avec tes soldats, sous prétexte de sauver la France? Maintenant que tu es enfin à l'âge de te rendre utile à la ferme, je vais te l'apprendre, moi, à sauver la France. Ah Arrêtez-le, voyons! C'est mal! Nous n'y pouvons rien, frère Lachenue. Nous ne connaîtrons jamais le procès. Nous ne pouvons que jouer nos rôles, chacun le sien, bon ou mauvais, tel qu'il est écrit et à son tour. Et nous lui ferons bien plus mal tout à l'heure, vous le savez. Désagréable, n'est-ce pas, cette petite scène de famille? Pourquoi? Nous, en Angleterre, sommes fortement partisans des châtiments corporels pour les enfants. Cela forme le caractère. J'ai moi-même été rossé à mort, et je m'en porte fort bien. Là, Charonne, tu veux toujours la sauver, la France? Qu'auriez-vous fait, messieurs, à ma place, si votre fils avait dit ça? Une seule chose me peine et me surprend dans cette affaire. La carence de nos services de renseignement. Nous aurions dû, dès le début, nous entendre avec cet homme-là. Oui, mais on ne pouvait pas prévoir. Un bon service de renseignement doit toujours tout prévoir. Quelque part dans un village, une petite fille illuminée parle de sauver la France. Il faut s'entendre avec le père, qu'il la boucle, étouffer l'affaire dans l'œuf. Pas besoin d'attendre qu'elle le fasse. Cela revient trop cher après. Tu l'as tué? Pas cette fois. Mais la prochaine fois qu'elle parle d'aller avec des soldats, je la noie, ta fille. Dans la Meuse, tu entends? De mes propres mains. Et si je ne suis pas là, j'autorise ses frères à le faire à ma place. Jeanne. Ma petite Jeanne. Jeannette. T'as fait mal? Oui, il a tapé dur. L'endurant patience. C'est ton père. J'endure, maman. Et j'ai prié pour lui tout le temps qu'il cognait, pour que notre Seigneur lui pardonne. Notre Seigneur n'a pas à pardonner au père qui tape sur leur fille Jeanne. C'est son droit. Et pour qu'il comprenne. Qu'il comprenne quoi, ma petite chérie? Pourquoi as-tu été dur à raconter toutes ces bêtises? Il faut que quelqu'un comprenne, mère. Ou toute seule, je ne pourrais pas. Allons, allons, ne t'agite pas. Reste un peu contre moi comme lorsque tu étais petit. Qu'elle est grande. Je ne peux même plus la tenir dans mes bras. Tu es tout de même ma petite, tu sais. Pareil à moi, qui m'a tenue pendant si longtemps pendue à mon jupon dans la cuisine. Et je te donnais toujours une carotte à gratter ou un petit plat essuyé pour que tu fasses tout comme moi. Tes frères, eux, c'était pas la même chose. C'était des hommes. Comme ton père. Il ne faut pas essayer de leur faire comprendre aux hommes. Il faut leur dire oui, ensuite, comme ils sont toujours au champ, après, quand on est parti, on est maîtresse. Je ne devrais pas te dire tout ça, mais maintenant tu es une femme, tu es grande. Ton père est bon et juste, mais si je ne trichais pas un peu pour son bien même, tu crois que je mentirais? J'ai une petite gratte que je fais sur le ménage. Un sou par-ci, un sou par-là. Si tu veux, à la prochaine fois, je t'achèterai un beau mouchoir brodé. Tu seras belle. Ce n'est pas être belle que je veux, maman. Moi aussi, j'ai été folle. Moi aussi, j'ai aimé un garçon avant ton père. Il était beau. Mais ce n'était pas possible. Il est parti comme soldat et tu vois, j'ai été heureuse tout de même. Qui c'est donc? N'est pas de secret pour ta mère. C'en est un dont tu ne peux même pas dire le nom. Il est du village tout de même. Peut-être que ton père accepterait. Il n'est pas contre mon mariage. On pourrait lui faire croire que c'est lui qui l'a choisi.
Tu sais, les hommes, ils crient, ils commandent et ils peignent. Mais on les mène par le nez. Je ne peux pas me marier, mère. Monseigneur Saint-Michel m'a dit que je dois partir. Prendre un habit d'homme et aller sauver le royaume de France, qui est en grand danger de périr. Jeanne, je te parle doucement, mais à moi je te défends de dire des bêtises. D'abord, je ne te laisserai jamais t'habiller en homme. Ma fille en homme. Je voudrais voir ça, par exemple. Mais mère, il faudra bien pour aller au milieu des soldats. C'est Monseigneur Saint-Michel qui le commande. Que Monseigneur Saint-Michel te le commande ou non, tu ne monteras jamais à cheval. Jeanne d'Arc à cheval. Eh bien, ce serait du joli dans le village. Mais la demoiselle de Vaucouleurs monte bien pour chasser au faucon. Tu ne monteras jamais à cheval, ce n'est pas ta condition. En voilà des idées de grandeur. Mais si je ne monte pas à cheval, comment veux-tu que je mène les soldats? Et tu n'iras jamais voir les soldats, mauvaise fille. Pour ça, j'aimerais mieux te voir morte. Tu vois, je parle comme ton père. Il y a tout de même des points sur lesquels nous sommes d'accord. Une fille, ça file, ça tisse, ça lave, et ça reste à la maison. Ta grand-mère n'a jamais bougé d'ici, moi non plus. Tu feras de même, et quand tu auras une fille, tu lui apprendras à faire pareil. On est allé avec les soldats. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir une fille pareille? Mais enfant, tu veux donc me voir morte? Non, maman. Vous voyez, Monseigneur Saint-Michel, ce n'est pas possible. Ils ne comprendront jamais. Personne ne comprendra jamais. Il vaut mieux que je renonce tout de suite. Notre Seigneur a dit qu'il fallait obéir à son père et à sa mère. Avant Jeanne, il faut obéir à Dieu. Mais si Dieu commande l'impossible, alors il faut tenter l'impossible, tout tranquillement. Commence, Jeanne. Dieu ne te demande pas autre chose. Et si tu crois qu'il t'abandonne, s'il laisse un obstacle insurmontable sur ton chemin, c'est parce qu'il se fait confiance. C'est parce qu'il se dit, avec la petite Jeanne, je peux laisser cette montagne. Je suis tellement occupée. Elle s'écorchera les mains et les genoux jusqu'au sang peut-être, mais je la connais. Elle passera. Chaque fois qu'il laisse une montagne sur ton chemin, Jeanne, il faut être très fier. C'est que Dieu se décharge sur toi. Messire, croyez-vous que notre Seigneur puisse vouloir qu'on fasse pleurer son père et sa mère, qu'on les tue peut-être de peine en partant? C'est difficile à comprendre. Il a dit, je suis venu apporter non la paix, mais le glaive. Je suis venu pour que le frère se dresse contre son frère et le fils contre son père. Dieu est venu apporter la guerre, Jeanne. Il n'est pas venu arranger les choses. Il est venu pour que tout soit plus difficile encore. Il ne demande pas l'impossible à tout le monde, mais à toi, il le demande. Il ne pense pas que quelque chose soit trop difficile pour toi. Voilà tout. Bien. J'irai. Orgueilleuse. Qui a dit orgueilleuse? C'est toi, Jeanne. Et dès que tu auras commencé ce que tes voix te demandent, c'est le monde qui te le dira. Il va falloir que tu sois assez humble dans la main de Dieu pour accepter ce manteau d'orgueil. Ce sera lourd, messire. Oui, ce sera lourd. Mais Dieu sait que tu es forte. Bon, c'est décidé, c'est vu. J'irai voir mon oncle Durand. Celui-là, je fais ce que je veux. Je le ferai tourner en bourrique. Je l'embrasserai sur les deux joues. Je lui montrerai sur les deux joues. Il me paiera un beau fichu tout neuf. Et il me conduira à Vaucouleurs. Idiote! Pauvre idiote. T'étais obligé d'aller raconter tout ça, hein. Si tu me donnes un sou pour m'acheter une chic, la prochaine fois, je ne dirai pas que je t'ai vu avec ton amoureux. Ah, c'est toi qui leur as dit, vermine. Ah, c'est toi qui leur as dit, petit cochon. Voilà ton sou, tête de lard. Mais voilà ta chic, sale bête. Je t'apprendrai, moi, à rapporter. Là, toi,
que c'est que cette histoire de fou? Qu'est-ce que tu veux au juste, puceron? Depuis 3 jours que tu fais l'idiote à la porte du château, amuser mes sentinelles avec tes comptes à dormir debout. Je voudrais un cheval, messire. Un habit d'homme et une escorte pour m'accompagner jusqu'à Chinon voir Monseigneur de Dauphin. Et mon pied quelque part. Tu veux pas aussi? Je veux bien, messire. Et aussi de bonnes gifles. J'ai l'habitude avec mon père. Pourvu qu'après j'ai mon cheval. Tu sais qui je suis. Et ce que je veux. Les filles de ton village sont au courant. Quand il y en a une qui vient me demander quelque chose, généralement, l'avis du petit frère ou de la vieille crapule de père qu'on a pris à braconner un lait sur mes terres. Si la fille est jolie, je fais toujours décrocher la corde. J'ai bon cœur. Mais si elle est laide, je pends, mon gaillard. Pour l'exemple. Mais ce sont toujours les jolies qui viennent. On se débrouille pour en trouver une dans la famille. Et c'est pour ça que j'ai fini par me faire une réputation de bonté dans le pays. Donc, donnant. Tu connais le tarif. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, messire. Moi, c'est Monseigneur Saint-Michel qui m'envoie. Ne êtes pas les saints du paradis avec cette histoire-là. Effrontez. Le coup de Saint-Michel, c'est bon pour les sentinelles, pour arriver jusqu'à moi. Tu y es devant moi. Je ne dis pas que tu n'auras pas ton cheval. Une vieille rosse. Pour une belle fille toute neuve. Ça paraît raisonnable comme marché. Tu es pucelle? Oui, messire. Va pour le cheval. Tu as jolis yeux. C'est que je ne veux pas seulement un cheval, messire. Ah, tu es gourmand, toi. Continue, tu m'amuses. Il n'y a que les imbéciles qui se croient voler en donnant toi une fille. Moi, j'aime bien qu'il me coûte cher le plaisir. Ça permet de me figurer que j'en ai vraiment envie. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Non, messire. Tant mieux. Je n'aime pas les raisonneuses au lit. Qu'est-ce que tu veux en plus du cheval? La taille rentre bien cet automne. Je me sens d'humeur à la défense. Une escorte d'hommes d'armes, messire. Pour m'accompagner jusqu'à Chinon. Écoute-moi bien. Je suis bonhomme. Mais je n'aime pas que l'on se moque de moi. Je suis le maître ici et tu es tout au bord de ma patience. Je peux très bien te faire fouetter pour avoir forcé ma porte et te renvoyer chez toi sans rien du tout que des marques sur les fesses. Je t'ai dit que j'aimais que ça me coûte cher pour que ça me donne envie. Mais si ça doit me coûter trop cher, c'est le phénomène inverse qui se produit. Je n'ai soudain plus envie du tout. Qu'est-ce que tu veux aller faire à Chinon? Trouver Monseigneur le Dauphin. Ah, bah tu as de l'ambition, toi, pour une pucelle de village. Pourquoi pas le duc de Bourgogne pendant qu'on y est? Tu aurais plus de chances de sauter là, théoriquement. C'est un chaud lapin, le duc. Parce que le dauphin, pour ce qui est de la guerre et des femmes, qu'est-ce que tu espères donc de lui? Une armée, messire. Je prendrai la tête pour aller délivrer Orléans. Si tu es folle, c'est autre chose. Je ne veux pas me fouiller dans Julienne, cette histoire. Oh la peau douce! Tu l'as touché un peu et faut l'en prison. Tu la ramèneras demain chez son père. Et pas de coup. Je ne veux pas avoir d'ennui. C'est une folle. Je veux bien aller en prison, messire. Mais je reviendrai demain soir quand on me relâchera. Alors vous ferez mieux de m'écouter tout de suite. Mais enfin, 1000 millions de tonnerres! Je ne te fais donc pas peur! Non, messire. Pas du tout. Fous le camp, toi. Tu n'as pas besoin d'écouter ça. Pourquoi je ne te fais pas peur? Je fais peur à tout le monde pourtant. Parce que vous êtes très bon. Bon, ça dépend. Je t'ai dit le prix. Et surtout, très intelligent. Je vais avoir à convaincre beaucoup de monde pour faire ce que mes voix m'ont demandé. C'est une chance que le premier par qui je dois passer, et de qui tout dépend en somme, est justement le plus intelligent. Tu es une drôle de fille. C'est vrai. Pourquoi crois-tu que je suis très intelligent? Parce que vous êtes très beau. Il y a 20 ans,
Je ne dis pas... Je plais aux femmes. J'ai tâché de ne pas trop vieillir, voilà tout. Mais c'est tout de même drôle d'avoir une conversation de cette portée avec une petite bergère de rien du tout qui vous tombe un beau matin du ciel. Au fond, je m'en croûte ici. Mes lieutenants sont des brutes. Personne à qui parler. Mais, puisque nous en sommes là, j'aimerais apprendre de ta bouche quel rapport tu établis entre l'intelligence et la beauté. C'est vrai. D'habitude, on dit que c'est plutôt le contraire. Que les gens beaux sont toujours bêtes. Ce sont les bossus ou les gens qui ont des trop longs qui disent cela. Croit-il donc que le bon Dieu n'ait pas les moyens de faire quelque chose de parfait si cela lui plaît? Évidemment pris sous cet angle. Mais tu vois, moi, qui ne suis pas laid, je me demande parfois si je suis très intelligent. Non, 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 ne proteste pas. Il m'arrive de me poser la question. Je te dis cela à toi parce que tu n'as aucune espèce d'importance. Pour mes lieutenants, bien entendu, je suis beaucoup plus intelligent qu'eux. Forcément, je suis capitaine. Si ce principe n'était pas admis, il n'y aurait plus d'armée possible. Cependant, je veux bien qu'on descende à bavarder de cela avec toi. L'insolite de notre situation et l'énorme différence sociale qui nous sépare rendent ces propos battants quelque peu inoffensifs. Cependant, il y a quelquefois des problèmes qui me dépassent. On me demande de décider quelque chose, d'un point de vue tactique ou administratif. Et tout d'un coup, je ne sais pourquoi, il y a un trou. Le brouillard. Je ne comprends plus rien. Remarque, je ne perds pas la face. Je m'en tire avec un coup de gueule et je prends tout de même une décision. L'essentiel quand on a un commandement, c'est de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Pourtant, j'aimerais faire mieux. Tu sais, vos couleurs, c'est tout petit. J'aimerais un jour prendre une décision importante. Une de ces décisions à l'échelle du pays. Pas une histoire de taille qui ne rentre pas avec une demi-douzaine de déserteurs à faire pendre. Quelque chose d'un peu exceptionnel, qui me fasse remarquer en haut lieu. Je ne sais pas pourquoi je te dis cela à toi, qui n'y peut rien, et qui est peut-être à moitié folle par-dessus le marché. Moi, je sais pourquoi. On m'avait averti. Écoute, Robert. Pourquoi m'appelles-tu par mon petit nom? Parce que c'est celui que notre Seigneur t'a donné. Parce que c'est le tien. L'autre, il est aussi à ton père et à ton frère. Écoute, gentil Robert. Et ne hurle pas encore, c'est inutile. C'est justement moi ta décision à prendre. Ta décision qui te fera remarquer. Qu'est-ce que tu me chantes? Écoute, Robert. D'abord, ne pense plus que je suis une fille. Ça t'embrouille les idées. Bien sûr que notre Seigneur ne me pas fait l'aide. Mais tu es comme tous les hommes. C'est l'occasion que tu ne pouvais pas laisser passer. Tu aurais eu peur de voir la bête à tes yeux. T'en retrouveras d'autres, va, des filles, vilain pourceau. Si tu tiens absolument à pécher. Des filles qui te feront plus plaisir et qui te demanderont moins de choses. Moi, je ne te fais pas d'elle. Écoute, Robert, si tu veux que je t'aide, aide-moi aussi. Chaque fois que je te dis la vérité, conviens-en et réponds-moi non. Sans ça, nous n'en sortirons pas. Eh bien... non. Comment non? Je veux dire... oui, je n'ai pas tellement envie de toi. Remarque, tu es tout de même un joli brin de fille. C'est bon, c'est bon. Ne te donne pas tant de mal, mon Robert. Ça ne me vexe pas, au contraire. Ce point éclairci, figure-toi que tu m'as déjà donné mon avis d'homme. Et que nous discutons comme deux braves garçons, avec bon sens et avec calme. Pas toujours. Mon gros Robert, ta décision, tu la tiens. Ton coup d'éclat qui va te faire remarquer en lieu, c'est pour tout de suite. Considère où ils en sont à Bourges. Ils ne savent même plus à quel sein se vouer. L'anglais partout. Bretagne et Anjou attendent pour voir qui paiera le plus. Le duc de Bourgogne, qui joue au preux chevalier avec
croyais qu'on pouvait au moins compter sur sa neutralité. Elle nous avait coûté assez cher. Aux dernières nouvelles, il compte marier son fils à une princesse anglaise. Tu te rends compte? Puis l'armée française, tu sais ce que c'est. De bons garçons, capables de donner de bonnes buffes et de bons torchons, mais découragés. Ils se sont mis dans la tête que l'anglais serait toujours le plus fort. Dunois, le bâtard, c'est un bon capitaine, intelligent, ce qui est rare dans l'armée. Mais on ne l'écoute plus, et tout cela commence à l'ennuyer. Il fait la fête avec ses ribaudes dans son camp. Mais à cela aussi je mettrai bon ordre. Il ne peut rien pour attendre. Et puis, ils se sentent trop grands seigneurs, comme tous les bâtards. Les affaires de la France, après tout, ce n'est pas ses oignons. Que ce gringalet de Charles se débrouille avec son patrimoine. Laïr, Xaintrailles, des bons taureaux furieux. Ils veulent toujours attaquer. C'est des champions de l'exploit individuel. Mais ils ne savent pas se servir de leur canon. Et ils se font toujours tuer pour rien, comme à Azincourt. Mais ça ne sert à rien du tout de se faire tuer. Tu comprends, mon petit Robert? La guerre, ce n'est pas une partie de balle au pied. C'est pas un tournoi. Il ne suffit pas de bien jouer de toutes ses forces, en respectant les lois de l'honneur. Il faut gagner. Il faut être malin. Il faut que ça travaille là-dedans. Toi qui es intelligent, tu sais mieux que moi. Je l'ai toujours dit. On ne pense plus assez de nos jours. Vois mes lieutenants, des brutes, toujours prêts à cogner. Mais ceux qui pensent, personne ne songe à les utiliser. Personne. C'est pourquoi il faut qu'ils y pensent eux-mêmes, entre autres pensées. Or justement, toi qui penses, un beau jour, tu as une idée qui peut sauver tout. J'ai une idée. Laisse venir. Tu es en train de la voir. Dans ta tête où ça va vite, où ça se met en ordre, tu fais le point en ce moment. Tu n'en as pas l'air. Mais c'est justement ce qui est d'extraordinaire en toi. Et tu fais le point. C'est malheureux à dire, mais en France en ce moment, il n'y a peut-être même que toi qui vois clair. Tu crois? Je te le dis. Et qu'est-ce que je vois? Tu vois, il faut leur donner une âme à ces gens-là. Une foi, quelque chose de simple. Il y a justement dans ta capitainerie une petite à qui Saint-Michel est apparu. Et aussi à Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, parce qu'elle dit. Je t'arrête. Je sais ce que tu vas me dire, tu n'y crois pas. Mais tu passes là-dessus provisoirement. C'est là que tu es vraiment extraordinaire. Tu te dis, c'est une petite bergère de rien du tout. Bon. Mais supposons qu'elle est Dieu avec elle. Rien ne peut plus l'arrêter. Et qu'elle est Dieu avec elle ou non, c'est pile ou face. On ne peut pas le prouver, mais on ne peut pas non plus prouver le contraire. Or, elle est parvenue jusqu'à moi, malgré moi. Et il y a déjà une demi-heure que je l'écoute. Ça, c'est un fait, tu constates. Alors, il y a ton idée qui commence à te venir. Tu te dis, puisqu'elle m'a convaincue, pourquoi ne convaincrait-elle pas Dunois, le dauphin et l'archevêque, qui sont des hommes comme moi, après tout? Et entre nous, plutôt moins intelligents que moi. Pourquoi ne convaincrait-elle pas nos soldats que tout bien pesé, les Anglais sont exactement faits comme eux? Moitié courage et moitié envie de sauver leur peau. Et qu'il suffirait de leur taper fort dessus et au bon moment pour les faire dégagner d'Orléans. De quoi ont-ils besoin, nos gars, en ce moment même, que tu te dis, en ce moment même avec ta tête qui voit plus clair que celle des autres? D'un étendard! De quelqu'un qui galvanise leur énergie, qui leur prouve que Dieu est avec eux. Alors c'est là que tu es vraiment admirable tout d'un coup. Tu crois? Admirable. C'est moi qui te dis, Robert. Et tu verras dans quelque temps, tout le monde sera de cet avis. Et réaliste, comme tous les grands politiques. Je te dis, moi, Baudricourt, je ne suis pas tellement sûre que cela envoie. Mais je fais semblant de la croire. Je la leur envoie, moi, envoyée de Dieu ou pas. Et si eux, ils le croient, cela reviendra en même. Justement, mon courrier pour Bourges, qui doit partir demain matin. Qui t'a dit ça? C'est secret. Je me suis renseignée. Je prends 6 jolis garçons pour l'escorte. Je lui donne un cheval et j'expédie la petite avec le courrier. À Chinon, telle que je la connais, elle se débrouillera. Eh bien, tu sais, Robert. Quoi? Tu es rudement intelligent pour un penser que ça. Oui. Seulement le cheval
Donne-moi-en bien tout, je ne sais pas encore bien monter. Mais tu vas te casser la gueule. Penses-tu? Saint-Michel me retiendra. Tiens, je te fais un pari, Robert. Je te parie un habit d'homme. L'habit d'homme que tu ne m'as pas encore connu. Contre une bonne buse sur le nez. Je fais venir 2 chevaux dans la cour. On fait un temps de galop, et si je tombe, tu ne me crois pas. C'est régulier, ça, non? Top là, cochon qui s'en dédie. Stop là. J'avais justement besoin de me remuer un peu. On ne dirait pas, mais... de bosser, ça fatigue. Bonus! La fous en prison? Non, imbécile! Tu lui fais amener une culotte et tu nous apportes 2 chevaux. Nous allons faire un temps de galop tous les deux. Mais, et pour ça, il est 4 heures. Demain! Aujourd'hui, j'ai assez bossé. Évidemment, cette fille avait quelque chose. J'ai beaucoup apprécié sa manière de retourner cet imbécile en lui faisant croire que c'est lui qui pensait. Pour mon goût, je trouve la scène un peu grosse. Il faudra tout de même qu'elle trouve mieux avec Charles. Seigneur évêque, dans votre métier, le mien, nos ficelles valent les siennes. Car qu'est-ce que gouverne le monde avec la trique ou la houlette de pasteur que de faire croire à des imbéciles qu'ils pensent d'eux-mêmes ce que nous leur faisons penser. Pas besoin de l'intervention de Dieu là-dedans. C'est en cela que cette scène m'amuse. À moins qu'on soit professionnellement tenu, comme vous, bien entendu. Vous avez la foi, Seigneur évêque? Excusez ma brutalité, mais nous sommes entre nous. Une foi de petit enfant, mon Seigneur. Et c'est pourquoi je vous donnerai du fil à retordre au cours de ce procès. C'est pourquoi mes assesseurs et moi-même, nous nous efforcerons jusqu'au bout de sauver Jeanne. Quoique nous ayons été des collaborateurs sincères du régime anglais, qui paraissait être la seule solution raisonnable dans le chaos, notre honneur, notre pauvre honneur, aura été de faire pourtant l'impossible contre vous, en vivant de votre argent et avec vos 800 soldats à la porte du prétoire. Ils avaient beau jeu à Bourges, protégés par l'armée française, de nous traiter de vendus. Nous étions dans Rouen occupés. Je n'aime pas le mot « occupé ». Vous oubliez le traité de Troyes. Vous étiez sur la terre de Sa Majesté, tout simplement. Entourés des soldats de Sa Majesté, des exécutions d'otages de Sa Majesté, soumis au couvre-feu et au bon plaisir du ravitaillement de Sa Majesté. Nous étions des hommes. Nous avions la faiblesse de vouloir vivre et de tenter de sauver Jeanne en même temps. C'était de toute façon un piètre rôle. Il ne tenait qu'à vous de le rendre plus brillant et d'être des martyrs, mon cher. 1800 soldats étaient prêts. Nous l'avons toujours su. Et ils avaient beau nous crier des insultes et taper de grands coups de crosse dans notre porte pour nous rappeler qu'ils étaient là. Nous avons ergoté 9 mois avant de vous livrer Jeanne. 9 mois pour faire dire oui à une petite fille abandonnée de tous. Ils auront beau nous traiter de barbares plus tard. Je suis persuadé qu'avec tous leurs grands principes, ils se résigneront à être plus expéditifs. Dans tous les camps. 9 mois, c'est vrai. Quel accouchement ce procès. Mais écoutons plutôt Chinon. J'ai le plus grand mépris pour ce lâche de Charles, mais c'est un personnage qui m'a souvent amusé. Charles, c'est inadmissible. Tu ne peux pas me laisser paraître à ce bal fagoté comme ça.
maîtresse avec un énorme de la saison dernière. Tu penses bien que cela serait scandaleux? Et ta reine, Charles, la reine de France, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que le roi de France n'a plus un sou, ce qui est exact. Je les entends d'ici à la cour d'Angleterre. La bête barbe, la Gloucester. Sans compter la maîtresse du cardinal de Winchester. En voilà une qui vient habillée. J'imagine, Charles, qu'ils ont nos nains avant nous. On ne s'habille bien qu'à Bourges, c'est connu. Faut voir comme ils seraient fagotés là-bas si elles n'envoyaient pas des émissaires acheter nos derniers modèles pour les copier. Enfin, tu es roi de France tout de même. Comment peux-tu tolérer ça? D'abord, je ne suis pas roi de France. C'est un bruit que je fais courir, il y a une nuance. Ensuite, nos articles de mode, c'est tout ce que j'arrive à leur vendre aux Anglais. La mode de Bourges et notre cuisine, c'est avec cela que nous avons encore quelques prestiges à l'étranger. Ce prestige, le seul bien qui nous reste. Ces petites n'ont pas entièrement tort, Charles. Il faut le défendre. Il est indispensable qu'à cette fête, on soit obligé de dire que les dames de la cour de France étaient les mieux vêtues du monde. Souvenez-vous que personne n'a jamais pu dire comment c'est exactement la futilité. Un nouveau énorme canon pas là-bas. Agnès n'a pas entièrement tort. Cela peut équivaloir à une victoire. Une victoire qui ne les empêchera pas de nous escamoter Orléans, belle maman. Remarquez qu'Orléans n'est pas à moi. Il fait partie du fief de mon cousin. Moi, personnellement, je suis tranquille. On ne peut plus rien me prendre. À part Bourges qui n'intéresse personne, je n'ai plus rien. Mais tout de même, c'est le royaume. Or, aux dernières nouvelles, Orléans est fichu. Et j'aurais beau contre-attaquer à coups de hénin. Tu ne te rends pas compte, mon petit Charles, comme cela peut être dangereux. Un coup de hénin dans l'œil d'une femme. Je te dis, moi, que la Bedford, la Gloucester, et surtout la maîtresse du cardinal, qui se doit d'être la plus élégante étant donné sa position, en feront une maladie. Songe que nous lançons le nain de 12 pouces, avec des cornes. C'est-à-dire tout le contraire de la ligne du nain actuel. Tu ne te rends pas compte, mon petit Charles, du bruit que vont faire ces deux cornes-là dans toutes les cours d'Europe. C'est une véritable révolution. Et le petit plissé derrière. Oh, le petit plissé, c'est un chef-d'œuvre. C'est bien simple. Elles ne vont plus endormir, mon chéri. Et le cardinal, le Bedford et le Gloucester, par contre-coup, je t'assure qu'ils n'auront plus une minute à eux pour penser à Orléans. Si tu as envie d'une victoire, en voilà une à ta portée. Et pour rien. Pour rien, pour rien. Tu me fais rire. À combien m'as-tu dit qu'il revenait, ces nains? 6 000 francs chacun. Mon chéri, c'est pour rien, étant donné qu'ils sont entièrement brodés de perles. Oh, les perles! C'est un placement. Quand le hénin est démodé, tu peux toujours les revendre à un juif et avoir un peu d'argent. Pour tes troupes. 6 000 francs. Mais où veux-tu que je prenne 6 000 francs, pauvre idiote? 12 000 francs, Charles, parce que nous sommes deux, ne l'oubliez pas. Vous ne voudriez tout de même pas que votre femme soit moins bien vêtue que votre maîtresse. 12 000 francs. Mais vous êtes complètement folle. Remarque, il y a un modèle plus simple. Mais je ne te le conseille pas. Tu raterais ton effet psychologique sur ces imbéciles d'anglaises et en somme, c'est ça que tu cherches. 12 000 francs. Vous rêvez, mes chattes. De quoi payer la moitié des hommes du Dunois, à qui je dois 6 mois de solde. Je ne comprends pas que vous les encouragiez, belle maman. Vous qui êtes une femme de grand jugement. C'est parce que je suis une femme de grand jugement que je les soutiens, Charles. M'avez-vous jamais trouvé contre vous quand il s'est agi de votre bien et de votre grandeur? Ai-je jamais fait preuve d'espointesse d'esprit? Je suis la mère de votre reine, et c'est moi qui vous ai présenté Agnès, quand j'ai compris qu'elle pourrait vous faire du bien. Je vous en prie, mère, ne vous enfantez pas. Agnès est une fille charmante, et qui se tient parfaitement bien à sa place. Et nous avions toutes les deux le plus urgent besoin que Charles se décide à devenir homme même. Et le royaume en avait encore plus besoin que nous. Un peu de hauteur, ma fille. Vous pensez comme une petite bourgeoise en ce moment. Pour que Charles devint un homme, il lui fallait une femme. J'étais une femme, il me semble, et la sienne par-dessus le marché. Je ne veux pas vous blesser, ma petite chère, mais si peu. Je vous en parle parce que j'ai été comme vous, de la droiture, de la tête, plus que vous. Mais c'est tout. C'est pourquoi j'ai toujours toléré que le roi, votre père, ait des maîtresses. Soyez sa reine, tenez sa maison. Il y a un dauphin,
Et pour le reste, déchargez-vous de la besogne. On ne peut pas tout faire. Et puis, ce n'est pas un métier de notre faire l'amour. Nous le faisons mal. D'ailleurs, vous me remercierez plus tard. On dort si bien tout seul. Regardez comme Charles est plus vieux depuis qu'il connaît Agnès. N'est-ce pas, Charles? Que vous êtes plus vieux. Hier, j'ai dit non à l'archevêque. Oh, Il a essayé de me faire peur. Il a envoyé la trémouille gueuler à mon cou. Il a même menacé de me faire excommunier. Le grand jeu, quoi. J'ai tenu bon. et grâce à qui? Grâce à Agnès. On avait répété toute la scène. Moi. Qu'est-ce qu'il voulait, l'archevêque? Vous ne me l'avez pas dit. Je ne sais plus. Donner Paris au duc de Bourgogne, ou quelque chose comme cela, pour obtenir une trêve d'1 an. Remarquez que c'était pratiquement sans importance. Il y est déjà à Paris, le duc. Mais il faut avoir des principes. Paris, c'est la France. Et la France est à moi. Enfin, je m'efforce de le croire. J'ai dit non. Il en faisait une tête l'archevêque. Le duc avait dû lui promettre gros. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu avais dit oui malgré moi, petit Charles? Tu aurais eu mal au ventre, ou la migraine pendant 8 jours, sale fille. Et je peux à la rigueur me passer de Paris, mais pas de toi. Alors, puisque je t'ai aidé à sauver Paris, tu peux bien me le payer, ce nain. Et un aussi pour ta petite reine, à qui tu viens me dire des choses très désagréables, comme d'habitude, dit un garçon. Tu voudrais tout de même pas que je sois malade pendant 8 jours. Tu t'ennuierais trop. C'est bon. Commandez-les, vos nains. Si ce n'est pas à l'archevêque, c'est à vous qu'il faut dire oui. C'est toujours la même comédie. Mais je vous avertis que je ne sais pas du tout comment je les paierai. Tu signeras un mot sur le trésor, mon chéri, on verra plus tard. Venez, ma petite majesté, nous allons les essayer ensemble. Préférez-vous le rose ou le vert? Je crois qu'à votre teint, c'est le rose qui ira le mieux. Comment? Ils sont déjà là? Tu n'y entends rien, mon chéri. Je pense bien que, pour les avoir à temps pour la fête, il a fallu les commander il y a 1 mois. Mais on était sûr que tu dirais oui, n'est-ce pas, majesté? Tu vas voir la tête qu'elles vont faire à Londres. C'est une grande victoire pour la France, tu sais, Charles. Ils me font rire avec leur victoire. La trémouille, Dunois, c'est pareil. Ça va toujours être une grande victoire. Mais tout s'achète de nos jours. Les grandes victoires comme le reste. Et si je n'ai pas assez d'argent, moi, pour m'offrir une grande victoire? Si c'est au-dessus de mes moyens, la France. Enfin, on verra bien. Je vais toujours signer un bon sur les trésors. Espérons que le marchand s'en contentera. Le trésor est vide, mais rien ne l'indique sur le papier. Vous n'en voulez pas un énorme, vous aussi, tant que j'y suis? Ne vous gênez pas, de toute façon, ma signature ne vaut rien. Je renonce au élan, Charles. À mon âge, je veux autre chose. Faire de moi un grand roi, je sais. C'est fatigant à la longue. Tous ces gens qui veulent faire de moi un grand roi. Même Agnès, même au lit. Vous pensez comme c'est drôle. Ah, vous l'avez bien dressé. Quand comprendrez-vous tous que je ne suis qu'un petit Valois de rien du tout et qu'il faudrait un miracle? C'est entendu, mon grand-père Charles a été un grand roi. Mais lui, il vivait avant la guerre, où tout était beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, lui, il était riche. Mon père et ma mère ont tout mangé. Il y a eu je ne sais combien de dévaluations en France. Et je n'ai plus les moyens d'être un grand roi, moi, voilà tout. Je fais ce que je peux pour faire plaisir à cette petite putain d'Agnès dont je ne peux pas me passer. Mais, entre nous, ce n'est pas seulement les moyens qui me manquent. C'est le courage. C'est trop fatigant, le courage. Et trop dangereux dans ce monde de brutes où nous vivons. Vous savez, ce gros porc de la Trémouille a tiré l'épée de Fureur l'autre jour?
nous étions seuls, personne pour me défendre. C'est qu'ils m'en auraient aussi bien fichu un coup, cette grande brute-là. Je n'ai eu que le temps de sauter derrière mon trône. Vous vous rendez compte où nous en sommes? Tirer l'épée devant le roi? J'aurais dû faire appeler le connétable pour l'arrêter. Malheureusement, c'était lui le connétable. Et je ne suis pas tellement sûr d'être le roi. C'est pour ça qu'ils me traitent tous comme ça. Ils savent que je ne suis peut-être qu'un bâtard. C'est vous, et vous seul qui le répétez tout le temps, Charles. Quand je vois leur gueule de fils légitime à tous, c'est fou ce que je me sens bâtard. Qu'est-ce que c'est que cette époque où il faut être premier prix de gymnastique pour être quelqu'un, où il faut brandir une épée du livre, se balader avec une armure de je ne sais combien sur le dos. Moi, quand on me la met la mienne, je ne peux plus bouger. Je suis bien avancé. Et puis, je n'aime pas les coups, moi. Ni en donner, ni en recevoir. Et puis j'ai peur, là. Qu'est-ce que vous voulez me demander encore qui au-dessus de mes portes? De recevoir cette pucelle, Charles, qui nous arrive de vos couleurs. Elle se dit envoyée de Dieu. Elle dit qu'elle vient pour délivrer Orléans. Déjà dans le peuple, on ne parle plus que d'elle. Et on attend avec une immense espérance que vous acceptiez de la recevoir. Alors vous trouvez que je ne suis pas si ridicule comme ça? Donner audience à une petite illuminée de village. Vraiment, belle maman, pour une femme de bon sens, vous me décevez. Je vous ai déjà donné Agnès, Charles, contre les intérêts de mère, pour votre bien. Maintenant, je vous prie de prendre cette pucelle. Cette fille a quelque chose d'extraordinaire. Ou tout au moins, tout le monde le croit. Et c'est l'essentiel. Je n'aime pas les pucelles. Vous allez encore me dire que je ne suis pas assez viril, mais cela me fait peur. Et puis, j'ai Agnès, qui me plaît encore. Ce n'est pas pour vous faire un reproche, belle maman, mais vous avez une drôle d'obligation pour une reine. Vous ne me comprenez pas, Charles. Vous faites semblant de ne pas me comprendre. C'est dans votre conseil que je vous prie de faire cette petite paysanne, pas dans votre vie. Alors là, malgré tout le respect que je vous dois, belle maman, vous êtes complètement folle. Dans mon conseil, avec l'archevêque et la trémouille qui soit sortie directement de la cuisse de Jupiter, une petite paysanne de rien du tout. Et vous voulez donc qu'il me crève les yeux? Je crois que vous avez tous besoin d'une paysanne, précisément de vos conseils. Ce sont les grands qui gouvernent le royaume, et c'est justice. Dieu l'a remis entre leurs mains. Mais sans vouloir me mêler de juger les décisions de la Providence, je suis étonnée quelquefois qu'elle ne leur ait pas donné en même temps, comme elle l'a fait généreusement au plus humble de ses créatures, meilleure mesure de simplicité et de bon sens. Et de courage. Et de courage, Charles. Vous devriez cesser de jouer avec ce bilboquet, Charles. Cela n'est pas royal. Laissez-moi donc. Quand je rate mon coup au moins, c'est sur mon nez ou sur mon doigt que la boule retombe. Cela ne fait de mal à personne qu'à moi. Que je prenne la boule d'une main et le bâton de l'autre, que je m'asseye droit sur mon trône, que je commence à me prendre un peu au sérieux, et chaque fois que je ferai une bêtise, ce sera sur votre nez à tous que la boule retombe. Archevêque, connétable, vous arrivez bien. Je suis en train de gouverner. Vous voyez, je me suis procuré le globe et la main de justice. Mais c'est un bilboquet. Aucune importance, monseigneur. Tout est symbole. Ce n'est pas un prince de l'église que je vais l'apprendre. Vous avez sollicité une audience, monseigneur? Que je vous vois soudain devant moi? Ne plaisantons pas, monseigneur. Je sais qu'une fraction de l'opinion qui touche au sagesse et intrigue cherche à vous imposer de recevoir cette pucelle dont tout le monde parle depuis quelque temps. Cela, monseigneur, le connétable et moi-même, sommes venus vous dire que nous ne l'admettrions jamais. Qui est-ce que je vous disais? Messieurs, je prends note de vos bons conseils et je vous en remercie. J'aviserai de la suite à donner à cette affaire. Vous pouvez disposer. L'audience est terminée. Encore une fois, monseigneur, nous ne jouons pas. Vous voyez, pour une fois que je me comporte en roi, tout le monde croit que je m'amuse. Alors laissez-moi donc m'amuser tranquillement. La réputation miraculeuse de cette fille l'a déjà précédée ici, monseigneur. Un inexplicable engouement. Il paraît qu'il part déjà d'aller l'attendre dans Orléans assiégé. La main de Dieu l'a conduit.
Dieu a décidé de sauver le royaume de France par elle et de faire repasser la mer aux Anglais et autres balivernes. Dieu voudra que vous l'accueilliez en votre royale présence. Rien ne peut l'empêcher. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir que Dieu se mêle de leurs affaires? Et naturellement, elle fait des miracles, la petite garce. Le contraire m'eût étonné. Un soldat l'a traitée de je ne sais quoi comme elle arrivait à Chinon. Elle lui a dit « Tu as tort de jurer, toi qui paraîtras bientôt devant notre Seigneur. » 1 heure plus tard, cet imbécile tombait par mégarde dans le puits de la cour des communs et se noyait. Ce faux pas d'ivrogne avait plus pour la réputation de cette fille qu'une victoire pour Dunois. Tout le monde est unanime, du dernier des valets de chiens aux plus grandes dames de votre cour, comme je le vois. Il n'y a plus qu'elle qui peut nous sauver. C'est absurde. Je dirais même plus. C'est absurde. Monseigneur, je traite devant vous d'une des plus graves affaires du royaume et vous jouez au bilboquet? Monseigneur, il faut s'entendre. Ou vous voulez que je joue au bilboquet, ou vous voulez que je gouverne. Voulez-vous que je gouverne? On ne vous en demande pas tant. On aimerait simplement que vous reconnaissiez nos efforts. Je les reconnais, je les apprécie, et je les trouve complètement inutiles. Tout le monde a envie que je reçoive cette fille, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit cela, monseigneur. Moi, personnellement, je n'ai aucune curiosité, vous le savez. Les nouvelles têtes m'ennuient, et on connaît toujours trop de gens. Et puis, les envoyés de Dieu, il est rare que ce soit des rigolos. Mais je vais être un bon roi et contenter mon peuple. Je verrai cette illuminée, ne serait-ce que pour la comprendre. Vous lui avez parlé de vous, archevêque? Oh, écoutez, j'ai autre chose à faire avec le poids des affaires sur mes épaules. Bien. Moi, je n'ai rien d'autre à faire que jouer au bilboquet. Je la verrai donc pour vous décharger de ce souci. Et je vous promets de vous dire franchement mon impression. Vous pouvez me faire confiance. Monseigneur, vous me méprisez cordialement. Vous n'avez aucune sorte d'estime pour moi. Mais vous savez du moins que je suis un homme léger. Et ce défaut doit vous paraître en cette circonstance une qualité inappréciable. Tous ceux qui se prennent un peu au sérieux m'ennuient très vite. Si cette fille arrive à me faire... Si cette fille me donne envie d'écouter me parler du salut du royaume, ce que personne n'a encore jamais réussi sans me faire bailler, c'est qu'elle peut vraiment faire des miracles. Une fille de paysan chez le roi. Oh, vous savez, je ressens un peu tous les mondes chez moi. Je ne dis pas cela pour monsieur de la Trémouille, qui sort directement de la glisse de Jupiter. Mais vous-même, monseigneur, je crois me souvenir que l'on m'a dit que vous étiez le petit-fils d'un marchand de vin. Loin de moi de vous en faire un reproche. Quoi de plus naturel? Vous êtes venu à la prêtrise par les burettes, en somme. Et moi, vous me l'avez assez répété. Il n'est pas du tout sûr que je sois fils de roi. Alors ne jouons pas au petit jeu des castes. Nous nous rendrions tous ridicules. Venez maintenant. Nous allons lui faire une bonne farce à cette petite pucelle-là. Nous allons déguiser un de mes pages, avec un pourpoint royal, le moins troué. Nous le mettrons sur le trône, où il aura sûrement mieux que moi. Et moi, je me perdrai dans la foule. Le petit discours de l'envoyé de Dieu. Un page. Ce sera du dernier commis. On le laisse faire. Il prend cela en jouant comme le reste. Après tout, ça ne peut pas être très dangereux. Et puis le fait qu'il l'ait reçu calmera sûrement les esprits. Dans une quinzaine de jours, on stockera tout notre envoi de Dieu et on aura oublié celle-là. Archevêque, je commande l'armée. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que la médecine officielle a entendu son dernier mot. Nous en sommes aux rebouteux, aux guérisseurs, aux charlatans. Enfin, à ce que vous appelez les envoyés de Dieu. C'est son risque. Connétable. Avec Dieu, on risque toujours plus. S'il nous a vraiment envoyé cette fille, s'il se met à s'occuper de nous, nous n'avons pas fini d'avoir des ennuis. Nous sortirons de notre petit train-train, nous gagnerons 4 ou 5 batailles, et puis les scandales et les complications commenceront. Une vieille expérience d'homme de gouvernement et d'homme d'église m'a appris qu'il ne fallait jamais, jamais attirer l'attention de Dieu. Il faut se faire tout petit, connétable. Tout petit.
avec Dieu, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on ne sait jamais si ce n'est pas un coup du diable. Enfin, par l'un ou par l'autre, les dés sont jetés. La voilà. Qu'est-ce que vous me voulez, mademoiselle? Gentil dauphin, j'ai non gêne la pucelle. Le roi des cieux fait dire par moi que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims, et que vous serez le lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. Voilà qui est bien, mademoiselle, mais Reims est aux Anglais, que je sache. Comment y aller? On n'est pas tant, gentil dauphin. De force, bien sûr. Nous commencerons par Orléans, puis nous irons jusqu'à Reims. Mais petite folle, n'est-ce pas ce que cherchent à faire tous nos grands capitaines depuis des mois? Je suis leur chef, j'en sais quelque chose. Et n'y parviennent pas. Moi, j'y parviendrai. J'aimerais bien savoir comment. On n'est pas tant, gentil dauphin. Avec l'aide de notre Seigneur Dieu qui m'envoie. Parce que Dieu, aux dernières nouvelles, a décidé de nous faire reprendre Orléans. Bien sûr, messire. Et de chasser les Anglais hors de France. Voilà une bonne pensée. Mais il ne peut pas faire ses commissions lui-même. Il avait besoin de toi. Oui, messire. Jeune fille. Vous dites que Dieu veut sauver le royaume de France. Si telle est sa volonté, il n'a pas besoin de gendarmes. Oh mon Seigneur, Dieu n'aime pas les fainéants. Il faudra que les gendarmes bataillent un bon coup, et puis lui donnera la victoire. À quoi m'avez-vous reconnu? Je n'avais pas ma couronne. Gentil dauphin, ce petit rien du tout, sur votre trône, avec votre couronne et votre pourpoint. C'est une bonne farce. Mais on voyait bien que ce n'était qu'un petit rien du tout. Vous vous trompez, mademoiselle. C'est le fils d'un très grand seigneur. Je ne sais pas qui sont les très grands seigneurs. C'est tout de même un petit rien du tout. Notre roi. Qui t'a dit que j'étais ton roi? Moi non plus, je ne paye pas de mine. Dieu, gentil dauphin, qui vous a défini depuis toujours. À travers votre père, votre grand-père et toute la suite des rois, pour être le lieutenant de son royaume. Monseigneur, les réponses de cette fille sont en effet intéressantes et font preuve d'un certain bon sens. Mais dans une matière aussi délicate, il convient d'être circonspect et de s'entourer des plus sévères précautions. Une commission de sages docteurs devra longuement interroger et l'examiner. Nous statuerons alors en conseil sur leur rapport et nous verrons s'il est opportun d'accorder à cette fille une audience plus longue. Il n'est pas nécessaire qu'elle vous importune aujourd'hui davantage. Je vais moi-même lui faire subir un premier interrogatoire. Venez, ma fille. Non! Par exemple. Ne bougez pas. C'est moi qu'elle a reconnue. C'est à moi qu'elle s'est adressée. Je veux que vous me laissiez seul avec elle. Tous. Monseigneur, il n'est pas décent que de but en blanc. Le souci de votre sécurité J'en m'aide. suis seul juge. À travers mon père, mon grand-père et cette longue suite de rois. C'est bien ça. Sortez, messieurs. Le roi leur donne. Dehors, tous. Ils sont sortis. Tu es une fille épatante. C'est bien la première fois que je me fais obéir. Ce n'est pas vrai tout de même, ce qu'il a tenté d'insinuer. Tu n'es pas venu ici pour me tuer. Tu n'as pas un couteau sous cette tunique. Non. Tu as une bonne vie. Au milieu de tous ces forbans, de ma cour,
J'avais fini par oublier ce que c'était. Une bonne idée. Vous êtes beaucoup à avoir une bonne tête comme ça dans mon royaume? Plein, sire. Seulement je ne vous vois jamais. Des brutes, des prêtres ou des putains. Voilà tout ce qui m'entoure. Il y a ma petite reine qui est bien gentille, mais elle est bête. Bon, maintenant tu vas commencer à m'ennuyer. Tu vas commencer à me dire qu'il faut que je sois un grand roi, toi aussi. Oui, Charles. Écoute, il va falloir que nous restions enfermés ici au moins 1 heure pour les impressionner. Si tu me parles de Dieu ou du royaume de France pendant 1 heure, je ne tiendrai jamais. Je vais te faire une proposition. Nous allons parler de toute autre chose pendant ce temps-là. Tu sais jouer aux cartes? Je ne sais pas ce que c'est. Tu vas voir, je vais t'apprendre. C'est un jeu très amusant qu'on a inventé pour papa, pour le distraire pendant sa maladie. Moi, c'est arrivé à m'ennuyer depuis le temps que j'y joue. Mais toi, qui n'as pas encore l'habitude, cela va sûrement t'amuser beaucoup. J'espère qu'ils ne me l'ont pas volé. On me vole tout ici. Et tu sais, cela vaut très cher un jeu de cartes. Il n'y a que les très grands princes qui en ont. Moi, c'est un reste de papa. Je n'aurai jamais assez d'argent pour m'en acheter un autre. Si ces cochons-là m'ont volé... Ah, non, le voilà. Tu sais qu'il était fou, papa? Il y a des jours où je voudrais bien être son fils, pour être sûr que je sois le vrai roi. Il y a des jours où je me dis qu'il faudrait mieux que je sois un bâtard, pour ne pas craindre de devenir fou comme lui vers la trentaine. Et entre les deux, qu'est-ce que tu préférais, Charles? Tiens, tu me tutoies. On en voit de si drôle aujourd'hui. C'est un jour très amusant. Je sens que je ne vais pas m'ennuyer aujourd'hui. C'est merveilleux. Tu ne t'ennuieras plus jamais maintenant, Charles. Tu crois? Oui. Ce que je préfère. Eh bien, les jours où j'ai du courage, j'aime mieux risquer de devenir un jour être le vrai roi. Et les jours où je n'ai pas de courage, j'aime mieux envoyer tout promener. Je me retirer avec mes 4 ou quelque part l'étranger, vite tranquille. Tu connais Agnès? Non. C'est une jolie fille. Je ne m'ennuie pas trop avec elle non plus. Mais elle veut toujours que je lui achète des choses. Et aujourd'hui, Charles, tu as du courage? Aujourd'hui? Oui. Il me semble que j'ai un petit peu de courage aujourd'hui. Pas beaucoup, mais un petit peu. D'ailleurs, tu as vu comment j'ai envoyé promener l'archevêque? Eh bien, aujourd'hui, tu auras du courage tous les jours, Charles. Tu as un truc? Oui. Tu es un peu sorcière. Tu peux me le dire. À moi, cela m'est égal. Et je te jure que je ne le répéterai pas. Les supplices, j'ai sans horreur. Une fois, ils m'ont emmené voir brûler une hérétique. J'ai vomi toute la nuit. Non, Charles, je ne suis pas une sorcière. Mais j'ai tout de même un truc. Tu ne me le vendrais pas, sans le dire aux autres? Je ne suis pas très riche, mais je vais te faire un bon sur le trésor. Je te le donnerai, Charles. Pour rien? Oui. Alors je me méfie. Ou bien ce n'est pas un bon truc, ou bien cela me coûtera trop cher. Les gens désintéressés, c'est toujours hors de prix. Tu sais, j'ai pris l'habitude de faire l'imbécile pour qu'on me fiche la paix. Mais Jean, c'est long. On ne me roule pas facilement. Tu en sais trop long, Charles. Trop long. On n'en sait jamais trop long. Si, quelquefois. Il faut bien se défendre. Je voudrais t'y voir. Si tu étais toute seule, au milieu de ces brutes qui ne pensent qu'à vous donner un bon coup de dague au moment où vous y attendez le moins, et plutôt gringalées de nature comme moi, tu n'aurais pas été longue à comprendre que le seul moyen de s'en tirer, c'est d'être beaucoup plus intelligent qu'eux. Je suis beaucoup plus intelligent qu'eux. C'est pourquoi je tiens tant bien que mal sur mon petit compte de peau. Je serai là maintenant pour te défendre. Tu crois? Oui. Et moi, je suis forte, je n'ai peur de rien. Tu en as de la chance. Viens là, je vais t'apprendre à jouer aux cartes. Si tu veux. Après, moi, je t'apprendrai autre chose. Quoi? En avoir peur de rien. Et surtout, à ne pas être trop intelligent. Entendu. Tu vois les cartes? On a peint des figures. Il y a tout comme dans la vie. Des valets, des reines, des rois. Les autres,
Les petits pics, les petits trèfles, les petits cœurs, les petits carreaux, c'est la troupe. On en a beaucoup, on peut en faire tuer tant qu'on veut. On distribue les cartes sans les regarder. Le hasard t'en donne beaucoup de bonnes ou beaucoup de mauvaises. Et on livre bataille. Selon leur valeur, les cartes peuvent se prendre les unes les autres. Quelle est la plus forte, à ton avis? C'est le roi. Oui, c'est une des plus fortes. Mais il y a plus fort que le roi, Mathieu, au jeu de cartes. Cette carte-là, ce grand cœur tout seul. Tu sais comment on l'appelle? Dieu, Pardine. C'est lui qui commande les rois. Mais non, bougre d'obstiné. Laisse Dieu 5 minutes tranquille. On joue aux cartes en ce moment. C'est l'as. Quoi, l'as? Mais c'est idiot ton jeu de cartes. Qu'est-ce qui peut être plus fort que les rois, sinon Dieu? L'as. L'as, précisément. L'as, c'est Dieu, si tu veux. Mais dans chaque camp. Tu vois? As de cœur, as de pique, as de trèfle, as de carreau. Il y en a un pour chacun. Non, c'est pas long, hein, ce que je vois dans ton village. Tu crois donc que les Anglais, ils ne font pas leur pays aussi bien que nous? Tu crois donc qu'ils n'ont pas Dieu aussi, qui les protège et qui les fait vaincre? Et mon cousin, le duc de Bourgogne, il a son petit dieu pour la Bourgogne, tout pareil. Un petit dieu très entreprenant et très malin, qui lui tire toujours son épingle du jeu. Dieu est avec tout le monde, ma fille. C'est l'arbitre. Il marque les points. Et en fin de compte, Dieu est toujours avec ceux qui ont beaucoup d'argent et de grosses armées. Pourquoi voudrais-tu que Dieu soit avec la France, maintenant qu'elle n'a plus rien du tout? Peut-être parce qu'elle n'a plus rien du tout, Charles. Tu ne le connais pas. Si, Charles, mieux que toi. Dieu n'est pas avec ceux qui sont les plus forts. Il est avec ceux qui ont le plus de courage. Il y a une nuance. Dieu n'aime pas ceux qui ont peur. Alors il ne m'aime pas. Et s'il ne m'aime pas, pourquoi veux-tu que je l'aime? Il n'avait qu'à m'en donner du courage. Je ne demandais pas mieux, moi. Tu crois donc que c'est ta nourrice et qu'il n'a que toi à s'occuper? Tu ne pourrais pas essayer de te débrouiller un peu toi-même avec ce que tu as? Bon, il ne t'a pas fait de très gros bras, c'est vrai. Comme à monsieur de la Trémouille. Il t'a fait de trop longues jambes, toutes maigres. Tu as remarqué? Pour ça, il aurait pu faire mieux. Surtout avec la mode actuelle. Tu sais que c'est à cause de mes jambes qu'Agnès ne m'aimera jamais? Si au moins il avait le compas dans l'œil, s'il ne m'avait pas donné de gros genoux en même temps. Je te l'accorde. Il ne t'a pas fait grand frais pour tes genoux. Seulement, il t'a donné autre chose dans ta vilaine caboche de vilain garçon. La petite étincelle. Qui est ce qui lui ressemble le plus? Tu peux en faire un bon ou un mauvais usage, Charles. Pour cela, il faut se débrouiller. Tu peux t'en servir pour jouer aux cartes, ou pour continuer à rouler l'archevêque à la petite semaine, ou alors pour bâtir ta maison et refaire ton royaume que tout le monde t'a pris. Tu as un fils, Charles, avec ta petite reine. Qu'est-ce que tu vas lui laisser à ce garçon lorsque tu mourras? Ce petit morceau de France grignoté par les Anglais? Tu n'as pas honte? Lui aussi pourra dire quand il sera grand: Dieu ne s'est pas occupé de moi. Mais ce sera toi, Charles, qui ne te sera pas occupé de lui. C'est toi, Dieu, pour son fils. C'est toi qui l'as en charge. Tu t'as fait roi. Il t'a donné quelque chose de très lourd à porter. Mais ne te plains pas. C'est sa meilleure façon de s'occuper d'un homme. Mais je vous dis que j'ai peur de tout. Je vais t'apprendre, Charles. Je vais te le donner, mon truc. D'abord, ne le répète à personne, surtout. Moi aussi, j'ai peur de tout. Tu sais pourquoi il n'a peur de rien, monsieur la Trémouille? Parce qu'il est fort. Non, parce qu'il est bête. Parce qu'il ne s'imagine jamais rien. Les sangliers non plus n'ont jamais peur, ni les taureaux. Pour moi, cela a été encore plus compliqué que pour toi de refaire ton royaume de venir ici. Il a fallu que j'explique à mon père, qui m'a battue, et qui a cru que je voulais devenir une ribaude à la traîne des soldats. Et toute proportion gardée, il cogne encore plus dur que les Anglais, c'est mon père. Il a fallu que je fasse pleurer ma mère. Et cela aussi paraissait insurmontable. Que je convainque le gros Baudricourt, qui crie... qui criait tant qu'il pouvait, et qui était plein de mauvaises pensées. Tu crois que je n'ai pas eu peur? J'ai eu peur tout le temps. Et comment tu fais? Comme si je n'avais pas peur. Ce n'est pas plus difficile que cela, Charles. Tu n'as qu'à essayer une fois. Tu te dis, bon, j'ai peur.
Mais c'est mon affaire, continuons. Et si tu vois quelque chose qui te paraît insurmontable sur ton chemin, La Trémouille en train de gueuler. si tu veux, ou bien les Anglais, bien solides devant Orléans, dans leur bonne grosse Bastille, tu te dis, bon, ils sont plus nombreux. Ils ont des canons, des gros murs, des grosses réserves de flèches. Ils sont toujours les plus forts. Soit, j'ai peur. Là, voilà, un bon coup. Maintenant que j'ai bien peur, allons-y. Et les autres sont si étonnés que tu n'aies pas peur, que du coup, ils se mettent à avoir peur aussi. Et tu passes. Tu passes, parce que comme tu es plus intelligent et que toi, tu as eu peur avant, tu passes. Voilà tout le secret. Mais tout de même, s'ils sont plus forts. Cela ne sert pas à grand chose d'être le plus fort. Moi, une fois, j'ai vu un garçon de mon village, un petit braconneur. Il était poursuivi par 2 molosses sur les terres du Seigneur. Il s'est arrêté, il les a attendus et il les a étranglés, l'un après l'autre. Il n'a pas été mordu? Pour ça, il a été mordu. Il n'y a pas de miracle. Et Dieu m'a pourtant fait les 2 molosses beaucoup plus forts que mon petit braconnier. Seulement, il a donné autre chose à l'homme qui le rend plus fort que lui. C'est pour ça que mon petit braconnier s'est arrêté de courir et qu'il a vidé toute sa peur d'un coup et qu'il s'est dit, bon, maintenant j'ai eu assez peur. Je m'arrête et je les étrangle. C'est tout? C'est tout. Ce n'est pas sorcier. Non, ce n'est pas sorcier. Mais ça suffit. Dieu ne demande rien d'extraordinaire aux hommes. Seulement de faire confiance à cette petite part d'eux-mêmes qui est lui. Seulement de prendre un peu de hauteur. Après, il se charge du reste. Et c'est un truc qui réussit toujours, tu crois? Toujours. Bien sûr, il faut être avisé. Mais cela, tu n'es que trop. Mon petit braconnier a saisi le moment où les 2 molosses se sont séparés l'un de l'autre pour les expédier un par un. Mais surtout, c'est qu'au moment où tu vis toute ta peur, que tu fais face tout de même, et tu t'arrêtes, Dieu vient à toi. Seulement, tu sais comme il est. Il veut qu'on fasse le premier pas. Tu crois qu'on essaye ton truc? Bien sûr qu'on essaye, il faut toujours essayer. Demain, que j'ai le temps de me préparer. Non, tout de suite, tu es fin prêt. On appelle l'archevêque et la Trémouille. On les appelle. On leur dit que je te confie le commandement de l'armée. On leur dit. Pour voir leur tête. On les appelle. J'ai peur. Je crève de peur en ce moment. Alors le plus dur est fait. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il te reste de la peur quand ils seront là. Tu as bien peur tant que tu peux? Je te crois. Alors ça va. Tu as une énorme avance sur eux. Quand eux ils se mettront à avoir peur, toi tu auras déjà fini. Le tout, c'est d'avoir peur en premier et avant la bataille. Tu vas voir, je les appelle. Ah, est-ce que j'ai peur? Monsieur de la Trémouille! Monsieur le dauphin, qui sait vous parler? Ah, est-ce que j'ai peur? Ah, est-ce que j'ai peur? Vas-y Charles, de toutes tes forces! Je ne peux pas plus fort! Alors c'est gagné! Dieu te regarde, il sourit, il se dit, tout de même, ce petit Charles, il a peur, il les appelle. Dans 8 jours, nous tenons en l'air en piston. Vous nous avez fait appeler Altesse. Oui. J'ai pris une décision, monseigneur. Une décision qui vous concerne aussi, monsieur de la Trémouille. Je donne le commandement de mon armée royale à la pucelle ici présente. Si vous n'êtes pas d'accord, monsieur de la Trémouille, je vous prie de me rendre votre épée. Vous êtes arrêté. Bravo, petit Charles! Tu vois comme c'était simple! Regarde leur tête! Non mais regarde leur tête! Ils meurent de peur! Merci, mon Dieu! À genoux, monsieur de la Trémouille. À genoux. Et vous, archevêque, donnez-nous votre bénédiction. Et plus vite que ça. Nous n'avons plus une minute à perdre. Maintenant que nous avons tous bien peur, il faut que nous finions à Orléans.